Allez, allez, on avance. Bravo. Allez, montez les filles. Allez, on y va. Allez, approchez. Allez, allez. Au cœur des Corbières, un accent italien résonne au fond des pâturages. Ça va? Vous allez bien, les filles? Ça, c'est Gianfranco et Desolona. Elles sont françaises, mais je leur parle qu'en italien. Eduardo y élève près de 80 bufflonnes. À 30 ans, cet Italien s'est lancé dans la fabrication de mozzarella di bufala, mais made in France. C'est un produit très compliqué à transporter parce que c'est un produit qu'il faut manger frais. Et avec ma femme, on s'est dit pourquoi pas faire un élevage de bufflonnes. Ça, c'est une des folles idées. C'est pas fini là. Car les idées folles, c'est prêt, à table. c'est en famille qu'on les imagine chez les Antonini. Eduardo vit ici avec ses parents, Qui veut une part de mozza? Tiens, ma chérie. sa femme, son frère Giacomo et sa sœur Carolina. Ils ont quitté Rome il y a 6 ans pour transformer cette bâtisse du XVIIIe siècle en restaurant italien. Je suis tombé amoureux avec les Corbières. Et c'est quelque chose entre la Toscane et la Sardaigne en même temps. Ils nous ont pris pour des fous des suites. C'est un restaurant italien comme ça, dans un village des 200 habitants, même pas. Les gens, ils comprenaient pas. Et leur prochain projet pourrait bien étonner encore plus les Français. Un peu partout en France, se trouvent disséminés des petits bouts d'Italie. Des passionnés y font rayonner l'art de vivre. On mettait le parmigiano, et là, ça fait... Et les savoir-faire transalpins. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Près de Carcassonne, un vent de Dolce Vita souffle sur les Corbières, grâce aux spécialités italiennes produites par la famille Antonini. Merci! Avec plaisir. Cette année, ils souhaitent révolutionner le monde des crèmes glacées en ouvrant un magasin de glace au lait de bufflonne. Un concept inédit, même pour des Italiens. C'est un très gros investissement, 70 000 €, pour après vendre des glaces à 3,50 €. Ça fait un peu peur. Maxime, lui, parcourt les routes et les garages transalpins à la recherche de voitures italiennes de légende pour des clients français. On n'a plus d'essence? Ah, c'est parce qu'on est en pente. Mais sa prochaine quête va se révéler être un incroyable casse-tête. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais chez nous, une fois que ça roule, ça roule. Le reste, bon... Anne-Laure et Noémie, elles, sont au balbutiement de leur aventure dans la maroquinerie. Ces deux trentenaires ont misé sur une invention surprenante, venue tout droit du nord de l'Italie, le cuir de pomme. Mais se démarquer avec une matière innovante est un défi dont elles n'avaient pas pris toute la mesure. Si vous voulez ce modèle, il faut commander au minimum 150 mètres. Ah, pour nous, c'est vraiment beaucoup. Enfin, à Paris, se trouve l'un des chefs italiens les plus réputés, Simone Zanoni, chef étoilé au Georges. Il va préparer l'événement culinaire le plus important de l'année. Aux manettes d'un restaurant éphémère, il va devoir allier haute gastronomie, produits insolites... Ça, c'est vraiment mortel. Ça te brûle les poumons si tu l'inhales. Et service rapide. Des conditions aux antipodes de son palace parisien. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces passionnés qui distillent un parfum d'Italie aux 4 coins de la France. Au cœur des Corbières, depuis qu'il a lancé son activité, Eduardo ne s'est pas arrêté une seconde. Ça, c'est tous les matins, la traite. Il n'y a pas le jour de repos, il n'y a pas Noël, il n'y a pas les jours de l'an, l'anniversaire. C'est 7 sur 7, tous les jours, toute l'année. Après des études d'ingénieur agronome, Allez, avance, ma belle. Il a dû tout apprendre sur le tas pour apprivoiser un lait particulier. Et voilà, le super lait des bufflonnes. Au niveau consistance, on peut voir que c'est beaucoup plus dense par rapport au lait des vaches. Il y a beaucoup plus de matières grasses et des protéines. Mais en revanche, la quantité, voilà, elle est bien plus faible. 3 fois moins que la production d'une vache. La traite du matin est tout de suite transformée dans leur laboratoire. Tu veux de l'aide, chérie? Oui, je préfère quand c'est là-bas. C'est Alexandra, sa femme, qui fabrique leur mozzarella.
faut que je fasse attention petit à petit de fondre tous les petits morceaux. Elle va être très lisse. C'est un peu le mystère. Tu peux pas savoir qu'est-ce que ça va donner. Mais il y a des jours que c'est la surprise, ça ne file pas, il change la consistance, je ne sais pas pourquoi. C'est pas un fromage facile. C'est pour ça qu'il faut vite. Leurs fromages sont ensuite vendus à des chefs, au marché, mais aussi dans leur propre restaurant. Mais pour le moment, celui-ci est à l'arrêt complet depuis 4 mois. Ah, ils ont bien avancé sur la dalle. Ils ont même fait le coffrage. Pour passer de 40 à 80 couverts, ils veulent transformer cette ancienne cave viticole en salle de restaurant. Dis-moi, il y a encore des choses à faire ici? Oui, là, ils vont tout casser. Chez les Antonini, les réunions de chantier tournent vite à la Commedia dell'Arte. Ce qui m'inquiète, c'est les sorties d'eau. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. C'est pas grave, on peut mettre le lavabo ici. Il faut le mettre là. Mais moi, le lavabo, je le vois pas ici. Hein. Travailler en famille, c'est pas toujours facile. Et je suis la personne qui fait... La balance. Oui, ouais. Toujours. Quand il y a des bordels entre nous, oui. c'est qui arrive en charge. Oui, je dois parler avec Eduardo, avec Fabio, avec Giacomo. C'est pas facile. Mais il leur reste peu de temps pour s'accorder. Le restaurant doit ouvrir dans 3 semaines. Pourtant, Fabio, le père, reste confiant. Mais ça va vite. Une fois qu'on a les sols, j'espère d'arriver à ouvrir le plus tôt possible. Moi, je suis plus réaliste, disons. Mais bon, après, il faut quand même y arriver parce que voilà, il faut quand même faire rentrer de l'argent là, parce qu'on ne peut pas trop non plus attendre. Dans cette famille, un défi n'arrive jamais seul. Et leur projet le plus fou se trouve juste à côté dans ces anciennes écuries. T'en penses quoi? On met d'abord la vitrine ou la table? D'abord la vitrine. Ah ouais. Ils veulent se lancer dans la production de glaces italiennes avec leur propre lait de bufflone. Un pari osé pour un très gros investissement. Ça fait un peu peur. C'est 70 000 €. Ouais. Du coup, oui, pour ça. Et c'est quand même beaucoup pour après vendre des glaces à 3,50 €. Mais on est confiant. Mais le retard des travaux va leur donner quelques sueurs froides. De l'Italie, il n'y a pas que la gastronomie qui fait saliver les Français. Près de Montfort-l'Amaury, le rugissement d'une belle italienne ne passe jamais inaperçu. Bon, on se sent bien, hein. On se sent bien. Il y a déjà les odeurs d'essence, j'adore ça. On voit que sur les pavés, c'est une voiture ancienne, hein, ça fait du bruit, tout qui bouge. Et par contre, quand tu vas repasser sur ta voiture de tous les jours... Oui, ça fait bizarre. Ouais. C'est clair. Maxime essaye de vendre sa dernière trouvaille à Benjamin. Et l'ancien Fulvia, c'est des grandes rouleuses, hein, franchement. Une cylindrée à 25 000 €. Tu as la boîte. Ok. Il y a toujours un petit temps d'adaptation avec ces voitures au début. Ouais, c'est un truc à prendre. Ouais. Une voiture italienne, c'est tout sauf une voiture parfaite. Mais il y a un charme à proposer ces véhicules-là. On va dire qu'on pardonne un peu tout aux Italiennes. Maxime parcourt des milliers de kilomètres chaque année à la recherche de voitures vintage italiennes qui règnent en maître dans son garage. Bon alors? Bah super, hein. Ça m'intéresse, je vais réfléchir un petit peu et puis je reviens vers toi. Bon, je te raccompagne? Ouais. Vendre sur un coup de cœur, c'est le défi quotidien de Maxime depuis 6 ans. Mais certains clients lui demandent aussi de débusquer une perle rare. Bonjour Barbara, comment tu vas? Bonjour Maxime, ça va? Oui, super. T'as fait bonne route? Oui, très bien, merci. Okay. J'avais trop envie de découvrir. Elle est trop mignonne. Cette Italienne installée en France a décidé de s'offrir la voiture de ses rêves pour son anniversaire. Je vais m'y voir. Bon, il n'y a pas beaucoup d'électronique, effectivement. Il y a 3 boutons par rapport à la Fiat 500 que j'ai en ce moment, avec tout électronique. C'est très simple, c'est très très simple, ça. Donc voilà. Bzzz, bzzz. Mais pour sa Fiat 500, Barbara a des critères bien précis. C'est le moment de concrétiser l'envie d'acheter une Fiat 500 de mon année de naissance. D'accord. Qui est de? 1966. Ok.
Quand j'étais en Italie, je voyais des Fiat 500 partout. Quand j'étais jeune, la voiture de ma meilleure copine, c'était la Fiat 500 de sa maman. Donc on sortait ensemble. Je l'aimerais rouge Alfa Romeo, Ferrari, tu vois, ce beau rouge. Ou sable. J'ai décidé de consacrer au maximum 12 000 euros sur cette voiture. C'est un challenge dans le sens où c'est la couleur la plus recherchée, la plus demandée, et donc forcément le prix à la fin s'en ressent. Après, sur l'année 66, il y a peut-être eu 200 ou 300 000 véhicules. Et puis c'est la meilleure année du monde. Hein. Ah voilà, exactement. Exactement. Bon, on est parti. Allez, go! 2 semaines plus tard, direction l'Italie. C'est au nord de Rome que sa chasse commence. Il a repéré une annonce d'une Fiat 500 en bon état de 1966. Bonjour, enchanté. Moi aussi, enchanté. Merci pour l'accueil. Et voilà la voiture. Ok, si j'ai bien compris, la carrosserie est d'origine? Oui, elle n'a pas été repeinte. On l'a juste rafraîchie. Mais c'est la couleur d'origine. On appelle ça aquamarine. Pour la couleur, Maxime imagine déjà la faire repeindre. Et pourquoi vous la vendez? Je la vends parce que je n'ai plus de place dans le garage et puis je n'ai plus le temps de les entretenir. C'est vraiment un honneur pour nous les Italiens que des étrangers tombent amoureux de nos voitures. Parce que la Fiat 500, c'est l'histoire de l'Italie. La voiture semble parfaite. Vous avez les papiers? Oui, ce sont les papiers d'origine. À un détail près. Ah, mais elle est de 1968? Mais la cliente en veut une de 1966. Ah, mais ça fait chier, ça. Mais tu sais, pour nous les Italiens, l'année de fabrication, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est le modèle. Et le modèle F se différencie des autres Fiat 500 construites après. Donc pour nous, que ce soit 66, 67 ou 68, ça ne change pas grand-chose. Ça fait partie du jeu, en fait. C'est-à-dire que c'est une incompréhension. Parfois, quand on prépare un voyage, il y a des petits ratés. Mais en fait, elle est tellement belle et elle est tellement bien conservée qu'au final, je pourrais l'acheter et dire que je la revendrai à quelqu'un d'autre et donc j'ai pas perdu mon temps. Il reste 2 jours à Maxime pour trouver la voiture dont rêve sa cliente avant son retour en France. Lorsqu'elle n'est pas sur les routes françaises, l'excellence italienne trône aussi dans nos assiettes. Dans un célèbre restaurant parisien, le Georges, un huître, un gazpacho, un arancine partagé, ensuite 2 spaghettis à la truffe. le ballet des plats est orchestré par un Italien installé en France depuis 13 ans. 2 risottos au safran. C'est le début de la guerre. Là, on commence à avoir un peu peur. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens à venir. Et tout va être comprimé en 1 heure de temps. Dans ses valises, Simone Zanoni a apporté ses racines et un dynamisme hors pair. Combien de pâtes j'ai fait avec ma grand-mère? Ah là 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 là, les souvenirs. Entre 2 services, le chef étoilé réunit son équipe. Ça va, Tommy? Oui. Tu sais pourquoi on est là? Je pense qu'elle commence à trembler. L'événement qui fait trembler cette brigade, c'est un des plus grands festivals de la gastronomie qui a lieu 1 fois par an à Paris. L'équipe doit y proposer un plat signature. J'avais voulu reprendre une recette que je vois qui n'est pas forcément très exportée en France. Et les tortelli avec la potiron et la moutarde. La moutarde, on la met dans la farce. Ouais. Alors, c'est pas compliqué à faire quand on fait une portion, mais là, il faut comme ça qu'il faut penser des volumes de dingue. On part de faire 6000 pièces. La chose la plus dure à gérer, c'est la logistique. Parce que là, il y a pas congélateur, il y a peu d'espace, il y a un mal à peine un frigo, et on veut faire la même qualité qu'on fait ici. Et là, ça va être chaud patate. Et on a 300 couverts. Alors, ça fait un peu compliqué. C'est à 1000 km de là, dans les montagnes de son enfance, qu'il va préparer son menu. Sur les hauteurs du lac de Garde, il va puiser son inspiration chez une certaine Gina. Nonna! Mamie! Arrive! J'arrive! Oh, nonnina, ciao! Oh, ma petite mamie! Salut! Comment tu vas? Come stai? Va bene? Ça va bien? Ciao, Alpi. Ça va, papa? Ciao. Un peu de pasta? On se met à faire des pâtes? Oh, dai!
La spécialité de Tortelli qu'il souhaite revisiter, c'est celle de sa grand-mère qui, à 92 ans, n'a pas perdu la main. Attention mamie, hein, tu fais ça bien. Moi, je suis pas une grande spécialiste. Hein. Je les ai toujours fait comme ça. Je vais pas dans les détails comme toi. C'est vrai que t'as toujours eu la passion pour la cuisine. Ça a commencé quand tu étais à l'école à Garde. Petit, t'étais un sacré farceur. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Mais bon, c'est parce que t'étais l'aîné sûrement. L'inspiration, elle est venue justement par ce beau moment des repas en famille, qu'on a mangé des choses saines, qu'on a mangé des bons produits. Et c'était grand-mère qui faisait la cuisine. C'est tellement beau. En plus de la chose comme ça, qui est rôti. Vas-y, donne une bouchée à ton père. Ça, c'est vraiment l'assiette ici. Mais qu'est-ce qu'on veut faire, c'est aujourd'hui prendre ça et juste le rehausser un petit peu au niveau du Georges. Tu sais, pour mon événement, je compte améliorer ce plat. Je vais rajouter du guanciale de Toscane. Ça donne un côté sauvage. Et en plus, je vais écrire Tortelli de la nonna Gina à la carte. Ça te ferait plaisir? Oh, celui-là, il va me rendre célèbre. Oh, ma petite mamie. Pour sublimer ce plat populaire, Simone va devoir parcourir l'Italie à la recherche de produits surprenants pour les palais français. Étonné grâce à un trésor italien, c'est aussi le pari de deux jeunes trentenaires. À Toulouse, je prends le petit sac qui nous a inspiré. Vas-y, celui-là, pour moi, c'est la petite taille parfaite de sac. Vas-y, essaye pour moi. Mais ça, trop long par contre, je crois. Je l'avais déjà essayé. Depuis un an, Anne-Laure et Noémie, deux amies d'enfance, préparent le lancement de leur marque de maroquinerie. Au quotidien, quand même, on souvent dit « Ah, regarde, tel sac, il nous fait rêver, tel sac, il a l'air hyper chouette. » Et puis, au fur et à mesure, on a pu s'offrir nos sacs de rêve. Et maintenant, on s'est dit « Pourquoi pas créer Il faut développer le nôtre. » Ouais, obligé. Mais Les deux amies ont misé sur un savoir-faire italien aussi innovant qu'étonnant. On a décidé de travailler avec l'apple skin. Donc l'apple skin, c'est c'est cuir de pomme en français. Ça ressemble à du cuir, mais c'est pas du cuir. Voilà, c'est fabriqué à base de pommes. De déchets de pommes. De déchets de pommes. Pour moi, l'Italie, en fait, ça a toujours résonné mode, maroquinerie, cuir. Et on s'est dit qu'en travaillant avec eux, il y avait ce gage de qualité, d'innovation, parce que c'est vrai que c'est bluffant, quand même. C'est vraiment bluffant. Noémie, ancienne employée du bâtiment, et Anne-Laure, blogueuse, doivent jongler chacune entre leur vie de famille. S'il vous plaît, les enfants, je joue pas avec le maître, ça va me le casser. Comment je vais faire mes sacs après? Et l'apprentissage d'un nouveau métier. Leur premier prototype a été un échec. Donc le premier, tiens. Il y a du boulot. Clairement, il faut qu'on rebosse cette pochette qui est beaucoup trop large. Ça nous plaît pas finalement. Cette idée qui était censée être une idée révolutionnaire ne l'est pas forcément. Et le premier cabas. Cette matière-là, elle fait quand même hyper froissée et on l'aime pas du tout sur le cabas. Tu vas voir, essaye pour voir. La métallerie, elle est... Et puis même la longueur des anses. Ouais. Ouais, la longueur, tu mets un manteau, ça passe pas. Ça va plus, quoi. Non, ça passe pas. Les créatrices en herbe vont devoir redessiner le modèle et choisir d'autres finitions. Ah bah oui. Pour se faire aider, elles se rendent pour la première fois dans le Sud-Tyrol italien, le berceau du cuir de pomme. Elles ont rendez-vous avec un ingénieur, Hans. Suivez-moi, je vais vous montrer une partie de la collection. C'est lui qui a développé et breveté cette matière du futur. Là, on a différents styles en fonction de ce que vous voulez faire. Et on a différentes couleurs, bien sûr. Et vous pouvez aussi choisir la finition. Ok, prends du blanc juste pour voir... Ça, par exemple. Ah oui, il y a du blanc ici. Regarde, déjà, rien que tu le mets à côté du blanc. Ouais, t'as vu comme ça joli. Ressort vachement. Il est beau celui-là aussi. Hein. Regarde, mais avec ton manteau. C'est sur un beige ou quoi. Il faudrait qu'on fasse le proto, je pense. Oui, un in love. On adore cette couleur. Voilà. Ce vieux rose, c'est vraiment magnifique. Très bon choix. Elle est bien les pommes. Il va falloir faire des choix, en fait. C'est ça le plus compliqué. Mais les deux amies ne vont pas tarder à déchanter. Car travailler une matière innovante, c'est aussi faire face à des imprévus. Dans les Corbières, pour Eduardo, les galères des travaux s'accumulent.
C'est sûr, il y a encore pas mal de choses à faire. Son magasin de glace devrait déjà être ouvert, mais le chantier est loin d'être fini. La saison des glaces, elle est assez courte et on est en train un peu de la rater. Du coup, on essaie de rentrer les sous pour payer tout ce qu'on a investi. Ce contretemps va pousser l'Italien à avoir une idée étonnante. Pour réussir leur pari, Eduardo et Alexandra doivent déjà apprendre à transformer leur lait de bufflone en glace. Ils attendent avec impatience l'arrivée d'un homme providentiel. Andrea, ça va? Oui, ça va. Andrea est maître glacier. Il est venu exprès d'Italie. Eh viens, on te montre le labo. Le couple vient tout juste de recevoir une machine haut de gamme dont ils ne connaissent rien. La maestra. Pour l'apprivoiser, Andrea va leur livrer ses secrets d'expert. Cette machine, c'est comme une Ferrari. Il faut un permis spécial pour l'utiliser, mais ne vous inquiétez pas. Là, je vais vous faire un cours particulier de conduite. C'est la première fois qu'on se met à faire ça. Et on a un peu de la pression, là. Leur lait est tellement particulier que le maître a dû revoir ses dosages. D'habitude, les glaces à l'italienne sont composées de lait et de crème. Toujours pour tous les parfums. Mais votre lait est tellement plus gras que le lait de vache qu'il vous suffit juste de rajouter de l'eau. Et l'hiver, il est encore plus gras que l'été. Et donc, il faudra toujours veiller à adapter vos recettes en fonction du lait du jour. Vas-y, tu peux tout verser. Et surtout, tu racles bien parce qu'on prépare tout au gramme près. Et voilà, c'est parti. Ça refroidit le mélange. Et vous la sentez, cette odeur? J'adore l'onctuosité. Si leur glace n'était pas bonne, je me serais pas gêné pour leur dire. Je suis intransigeant sur la glace. Mais leur lait est fantastique. Regarde, j'en ai la chair de poule. Mais pour l'instant, le retard des travaux les empêche de rentabiliser l'investissement. Le couple va donc tout miser sur les grands chefs. À 50 km de la ferme... Oh, salut Lionel. Quel nouveau projet encore? Qu'est-ce que ça fait de beau? On ne s'arrête plus. Lionel Giraud est doublement étoilé. Je vois ça. T'en as pas assez? Non. Le restaurant, la pasta, les mozzarella... Comment qu'on dit glace en italien déjà? Gelato. Gelato. Et voilà. Il est le premier à goûter leur glace à la pistache. C'est super aromatique, c'est super bon. Super bon. Elle est riche, elle est très riche. Ouais. On ressent tout, l'acidité, le crémeux. Il y a aussi cette profondeur en fait où on sent l'animal, on sent que c'est fermier en fait. Oui. Tu vois, c'est le genre de projet qui peut tout de suite rentrer au bistrot dès demain sur une belle coupe glacée ou une belle préparation à base de fruits. Ouais, ça c'est très bon. Très très bon. Le chef là, il a l'air content et là j'ai vu qu'il avait envie d'y aller à nouveau. Leur glace semble avoir un avenir prometteur. Mais la faible production de lait de bufflone pourrait tout remettre en cause. En Italie, les recherches de Maxime se poursuivent près de Rome. Un particulier y vendrait une Fiat 500, de la couleur et de l'année souhaitée par Barbara. Maxime, bonjour Maxime. Ivo. C'est vraiment sympa de m'accorder un peu de temps. Venez, je vais vous montrer la voiture. Elle est restée 20 ans dans le garage. 20 ans? Oui, c'est ça. Mais dans cette Fiat 500, le temps semble s'être arrêté en 1966, des coussins jusqu'au moteur. Il y a quand même pas mal de travail à faire, non? Mais non, il n'y a pas grand-chose. On a fait changer tout le moteur. On a dépensé 3 000 €. 3 000 €? Mais vous avez les factures? Oui. Ah, c'est rare en Italie qu'il y ait les factures. Grâce à ses années d'expérience, Maxime n'est plus effrayé par les rustines à l'italienne. J'ai bien compris votre façon de penser en Italie sur les voitures d'époque. Une pièce comme celle-ci, si on veut la changer, ça coûte rien. Mais en Italie, si la voiture roule, pas besoin de dépenser plus.
Oui, mais après, je ne sais pas comment ça marche chez vous. Ici, on répare le strict nécessaire. Mais le reste, bon... Bravo, si. Maxime veut quand même voir si cette petite auto en a sous le capot. On n'a plus d'essence? Ah, c'est parce qu'on est en pente. Ouais. En tout cas, le moteur marche bien. Donc les vitesses passent bien. Je commence à bien l'aimer, cette Fiat. Mais oui, je te dis, elle est parfaite, cette voiture. Tu tournes à droite, après l'église. À droite? Ça a bien marché. On n'est pas tombé en panne, donc c'est plutôt bien. Le propriétaire en veut seulement 4 200 €. Mais avec des travaux d'embellissement, elle pourrait dépasser un peu le budget de sa cliente. Moi, je pense que c'est une voiture intéressante, parce qu'elle roule bien. Après, si je veux une voiture parfaite, il faut dépenser une sacrée somme. Je dirais entre 10 et 12 000 €. En France, je sais pas, mais ici, ça serait moins. Salut, à bientôt. Maxime espère que le coût des travaux ne sera pas rédhibitoire pour Barbara. Il veut en discuter avec elle au téléphone. Bonjour Maxime, ça va? Ouais, je te dérange pas? Je suis en train de faire mon pesto. Bon, ce matin, je suis allé voir une Fiat 500 de 1966 qui a quelques petits défauts de carrosserie. Il faut éventuellement faire une cosmétique du moteur et une cosmétique du compartiment avant. Après, ça va être difficile de respecter le budget de 12 000 € si on décide de tout refaire sur cette voiture-là, quoi. Moi, ça m'embête, je voudrais une voiture nickel, qui ait un aspect restauré un peu plus soigné, quoi. J'entends ce que tu veux, donc je vais continuer à regarder. À très bientôt. Bonne continuation. Merci, ciao. Ciao. La réponse est sans appel. Le jour où il y a une annonce qui sort, ou le jour où on rencontre quelqu'un qui a ça, et ben on reprend contact et puis voilà. Mais il faut surtout pas se précipiter. Maxime garde espoir, mais un coup de tonnerre pourrait bien s'abattre sur son enquête. À 400 km de là, plus au nord, en Émilie-Romagne, l'horizon est plus radieux pour le chef Simonet. Il est lui aussi en quête de trésors italiens. Impressionnant. Ici, 20 000 meules sont choyées comme des lingots d'or, dans ce qu'on appelle d'ailleurs une banque de parmesan. Dis-moi, il y a combien de meules de parmesan juste sur cette rangée? 640. Jusque-là, 800 000 € de parmesan. C'est dingue. En Italie, les caves d'affinage ont une double fonction, un système unique au monde. Si un producteur de parmesan a besoin d'emprunter de l'argent, ici, il peut hypothéquer ses fromages, comme dans une banque. Mais avant de pouvoir récupérer son parmesan, le propriétaire doit absolument rembourser son prêt, et avec les intérêts en plus. Avec Franco, son dénicheur de produits d'exception, ils sont venus tester l'affinage de Giuseppe. Regardez comme c'est beau. Oh, les parfums de ouf. Ah. Je vous en prie. Ici, un parmesan de 24 mois. Molto fruttato. Il est super fruité. Hein. On est vraiment sur un côté super frais, super parfumé. Je dirais que pour mes tortelli de zucca, presque un peu trop frais. Giuseppe dégaine sans attendre un parmesan plus puissant de 36 mois. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec l'autre fromage. Celle-ci, elle est vraiment plus mûre. On sent que le beurre est cuit. On a la sensation d'une noisette rôtie. C'est plus structuré comme parmesan. Oh, moi, je pars avec. Comme ça, je vais mettre en voiture. Si le choix du fromage a fait l'unanimité, la sélection du guanciale s'annonce beaucoup plus compliquée. Dans le nord de la Toscane, près des carrières des marbres de Carrare... Ciao, Christian. Hey, Christian. Comment ça va? Che fortuna, come stai? Tutto a posto? Et quelle chance, c'est le paradis ici. La roche antique est aussi utilisée pour fabriquer des cuves où maturent les parties les plus nobles du porc, comme le guanciale. En France, tout le monde connaît les lardo di colonnata, la pancetta, les jambons de Parme, comme ça. Mais les guanciales, ils commencent à les découvrir et ils commencent à comprendre qu'il y a une vraie différence. Cette joue de cochon est réputée pour son gras fondant. Allez, maintenant tu me montres comment tu le marines?
Alors là, je fais une couche de guanciale, avec la couenne toujours vers le bas. Franchement, j'ai envie d'enlever un peu de guanciale, de me mettre dedans un tout petit peu, de me couvrir un petit peu avec du sel et de rester là quelques temps, parce que les parfums, c'est juste hallucinant. Mariné dans différentes épices comme la cannelle, l'ail et le romarin, le guanciale ne révélera ses arômes que dans plusieurs mois. Alors celui-là, il a un affinage d'un an? Oui, voire plus. Ah ouais, plus? Et comment tu le sais? Grâce à la couleur? Oui. Tiens, goûtez-moi ça. On sent bien le goût du cochon. Il a vraiment un côté épicé, mais je pense qu'en cuisson, celle-là, il va devenir un peu trop puissant. A presto. Salut Marino, à bientôt. Et merci, hein. Le chef a une idée bien précise de la saveur qu'il cherche. Alors il va rencontrer un autre producteur qu'on appelle le roi du cochon. Ici, une autre technique. Le guanciale est affiné à la verticale. Tenez, goûtez. Merci. Il y a très peu de sel dans mes produits. On a plus le goût de la viande. Et il est moins épicé. Et peut-être qu'en cuisson, il va rendre un peu mieux. Il peut être vraiment bien pour faire les tortelli parce qu'en rôtissant, ça va vraiment bien accroustiller, les gras, il va fondre. On a déjà une farce avec du caractère. Là, on va chercher le côté un peu animal et un peu assaisonné. Et les gens vont se dire, waouh, magnifique. Simone a fait son choix. Allez, on perd pas de temps. Franco, tu restes en contact avec lui? On va se mettre à travailler ces beaux produits là. Lavoriamo con questi buoni prodotti. Ciao, grazie. Avant de rentrer en France, le chef a un ingrédient insolite à récupérer en pharmacie. Un produit culinaire extrêmement dangereux, vendu uniquement sur ordonnance. Bonjour, je suis là pour récupérer de l'essence de moutarde. Voici mon ordonnance. Ok, mon père est déjà en train de tout préparer. Venez avec moi. Ok, parfait. Ciao. Ah, vous êtes déjà en train de la préparer? Vous voulez 10, 20 ou 30 millilitres? 30, c'est bien. Va chercher un flacon de 30 millilitres. En France, ce produit est interdit à la vente. Ça, tu sais, attention, hein. Pour l'homme, c'est mortel. Oui, vraiment, Simone, ça peut tuer. Ah ouais, carrément. Et alors moi, si j'en avale que 20 gouttes, est-ce que je meurs? Si tu l'avales, c'est juste une intoxication. Mais c'est mortel si tu l'inhales. Ça va te brûler les voies respiratoires. Simone, toi, tu n'as pas cette hôte. Donc fais bien attention à te protéger, avec des lunettes, un masque, des gants, et tu gardes bien tes distances. Ça y est, c'est prêt. Je te l'emballe en doublant le papier bulle, comme ça sera bien sécurisé pour ton voyage. Ok, j'ai le mode d'emploi, l'essence de moutarde. Merci et au revoir. Dans quelques semaines, Simone va prendre les manettes d'un restaurant éphémère, un défi qui va mettre ses nerfs à rude épreuve. Au nord de l'Italie, dans le sud Tyrol, Anne-Laure et Noémie, elles, poursuivent leur périple sur les traces du cuir de pomme. Vous avez fait bonne route? Oui, très bonne, merci. Elles vont enfin découvrir l'étonnante fabrication de cette matière, mise au point par Hans il y a 11 ans. Tout commence dans cette usine, qui transforme chaque année plus de 100 000 tonnes de pommes en jus et en compote. Et voici notre produit brut. Ce sont les déchets qui sortent de la presse pour les jus. À l'époque, on avait commencé nos essais avec les déchets d'autres produits comme des raisins ou des carottes. Mais dans cette région, on a des pommes à foison et tout le monde adore ça. C'est quand même plus glamour que des carottes. Est-ce qu'on peut aller voir le four maintenant? Oui, bien sûr. Une fois que la matière est séchée, voilà ce que ça donne. La matière, là, au toucher, ça peut faire un peu comme des chips. C'est assez croquant. Et ça sent un peu comme si on faisait des chips de pommes à la maison qu'on passait au four. Ça sent très, très bon. Et on peut le manger? Non, pas vraiment. Les chips de pommes sont ensuite broyées pour être réduites en poudre fine. Quand on voit la poudre comme ça, on a encore du mal à se dire que ça va devenir une matière. C'est incroyable quand même. C'est à 300 km de là, en Toscane, berceau de l'industrie du cuir,
que la poudre est ensuite mélangée à des pigments de couleur. Il faut des heures de mélange pour obtenir la bonne consistance. Pour plus de rigidité, la préparation est déposée sur un tissu en coton. Même après toutes ces années, c'est beaucoup d'émotions de voir le produit fini. Dire qu'on a commencé avec des machines à pâte et à lasagne. Nous, les Italiens, on ne recule pas devant les difficultés. On devient créatif et on a de l'imagination pour trouver des solutions à tout. Le dernier rouleau apporte lui le relief caractéristique du cuir. C'est très beau, c'est Python. On va voir ce que ça donne parce que comme ça c'est joli, mais après appliquer sur un produit, il faut quand même la faire vivre et voir ce que ça donne en rendu en fait. Mais au moment de passer commande, la petite entreprise française va vite faire face à une contrainte de taille. Alors vous pouvez choisir parmi tous ces rouleaux en stock. Mais si vous voulez une couleur en particulier ou une finition spéciale, il faut passer un minimum de commandes. Et cette couleur-là, est-ce que vous l'auriez en stock? En ce moment, non. Il faut commander un minimum de 150 mètres si vous la voulez. Ah oui, c'est... Oui, c'est beaucoup, oui. On est une marque qui se lance, donc on a fait un budget incroyable. J'espère que ça ne va pas nous freiner pour certains modèles, parce qu'on ne pourra pas tout produire en fait sur demande. À 3 mois du lancement de la collection, les deux créatrices doivent revoir leur choix de couleurs. À bientôt. Mais leurs difficultés ne vont pas s'arrêter là. Dans les Corbières, à quelques jours de la réouverture du restaurant, Eduardo lui aussi enchaîne les contretemps, à commencer par les caprices de la météo. Il y avait carrément l'eau qui coulait. Tout ça, c'était sous l'eau. Pour fabriquer son propre pain et ses pâtes, l'Italien cultive depuis 2 ans plusieurs variétés de blé. Nous sommes dans notre champ des blés tendres, où on a sémé une quarantaine des variétés des blés anciens pour produire notre propre farine. Mais il a énormément plu, du coup, tous les parties où l'eau est restée stagnée et ça a presque rien poussé. Au volant de sa moissonneuse, Franck, son ami, est venu lui prêter main forte pour la récolte. Il y a un peu trop de vent. Je tiens rien. Dès que tu ouvres, ça va s'écoucher. Attends. Dans la région, ils sont nombreux à s'être mobilisés pour aider Eduardo. Et voilà. Les sacs, Michel. Ça pèse? Oui. Michel est un des rares paysans meuniers à utiliser un moulin d'époque. Et il est pas mal, hein? Pour des gens qui font de la mozzarella. Ça fait quelque chose d'une farine assez parfumée, ça fait des trucs, on dirait du gâteau, quoi. Ça sent la cannelle. Allez, c'est parti. Il y a un peu de l'horlogerie, là, tu vois. C'est vraiment beau à voir. Pas tout le monde se rend compte de tout le boulot qu'il y a derrière pour arriver à faire même une miche de pain. Regarde, tu ouvres là, ça fait un peu cadeau de Noël. Tu sais, waouh, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Tu vois là, ça, c'est la poussière de farine. Pour ça, tu fais la fogatelle. Oui, focaccia. Focaccia, tu vois. On trouve toujours un truc à faire. Un pour Alexandra. À très bientôt. On viendra manger chez toi. Très bien, on vous attend. Une semaine plus tard, le restaurant, agrandi de 200 mètres carrés, peut enfin ouvrir ses portes. Et la saison débute plutôt bien. Dès le premier soir, les réservations affichent complet. 2 bars et 2 pâtes au pesto. En coulisses, basilic et huile d'olive parfument de nouveau la cuisine. Ici, il y a un rigatone avec du cabillaud, des olives et de la sauce tomate, qui sont bientôt prêts. Et dans la salle, les clients s'offrent un authentique petit bout d'Italie. Le jeune homme et les mozza. Grazie mille. Prego. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, avec plaisir. On adore la mozzarella. Puis rien que quand il part avec l'accent italien, on voyage. On a connu cette pièce quand c'était une simple ferme où ils faisaient leur fromage. Et maintenant, ils en ont fait un grand restaurant. C'est incroyable. Le pain préparé par Alexandra fait aussi la fierté d'Eduardo.
Et aussi, notre pain bio maison, c'est avec notre farine. Ah, c'est excellent. Il est bien levé. Ils prennent le temps de le faire, on le voit. Ça m'étonne toujours de pouvoir faire autant de découvertes, autant de monde qui vient jusqu'à chez nous dans un petit village des Corbières pour manger de la vraie cuisine italienne. À chaque fois, ça fait vraiment plaisir. Le couple espère que son magasin de glace rencontrera le même succès. Encore faut-il qu'il puisse l'ouvrir avant la fin de l'été. Près de Rome, Maxime, lui, n'a pas encore trouvé la Fiat 500 de sa cliente. Mais il est peut-être en passe de réaliser une très belle affaire. Comment ça va? Cédric. Bien. Giancarlo. Après 3 mois de recherche, il a mis la main sur un des plus beaux modèles de voitures italiennes des années 60, une Giulia Spider. La peinture est très belle. On voit qu'il n'y a pas de défaut du capot lui-même. Cédric, son client, a fait le déplacement pour l'essayer. Très belle cette voiture. Je me vois parfaitement dedans. Les Français comptent sur l'avis de Giancarlo, un mécanicien spécialisé dans les voitures anciennes. Giancarlo, t'en penses quoi de cette voiture? Les gars, là, on est devant une très belle voiture. Après, sur une voiture ancienne, il y a toujours des défauts cachés par des rustines. Les réparations ne sont pas toujours faites comme il faut. J'ai l'impression qu'ils ont bouché un trou, là. C'est juste que ça, c'est un peu dangereux si ça s'en va. Mais à l'avant, l'expert décèle un problème bien plus grave. Regardez, il y a un peu de jeu, là. Oui, là aussi, il y a trop de jeu par rapport à l'autre roue. Tout ça, il faudra le prendre en considération. Au vu des travaux, Maxime va devoir négocier. Le propriétaire en voudrait 69 000 €. Tu m'as dit que au niveau du prix, tu descendrais pas en dessous de 60. Tu es d'accord? 60 000 €? Oui, mais ok. c'est un prix honnête. 60 000 € est une belle somme. En achetant une voiture italienne, effectivement, on achète un petit bout d'Italie. Et on achète aussi ce savoir-faire qu'on retrouve beaucoup dans les véhicules italiens de cette époque-là. Une âme. Maxime a trouvé la voiture rêvée de Cédric. Mais ses recherches pour débusquer une Fiat 500 de 1966 sont bien plus compliquées. Quelques jours plus tard, il est de retour en France. Ah bah, le projet, il a été abandonné par la cliente parce qu'on n'avait pas pu trouver le modèle qu'elle recherchait. C'est le jeu, hein, soit on vend pas, mais le plus important, c'est d'avoir essayé, quoi. Mais le Français n'a pas perdu son temps en Italie. Il a quand même acheté la première Fiat 500 repérée lors de son voyage. Ce matin, il va la proposer à un collectionneur de vieilles cylindrées. C'est Grégoire. Salut Maxime. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah super, écoute. Alors la voilà. Elle est sympa, elle est belle. Ouais, j'aime bien la couleur. En direct d'Italie. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire alors sur l'histoire de cette voiture? Une bonne voiture avec une carrosserie d'origine, avec un moteur refait. Ça va, ça démarre bien. Ok. Bah, j'aime beaucoup, la voiture est saine, l'intérieur est neuf, en très excellent état. Et puis moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs de mon enfance, parce que j'ai mon parrain qui a une Fiat 500 aussi. On appelait ça aussi le pot de yaourt. Et on faisait beaucoup de balades avec des clubs de voitures anciennes. C'était un bon souvenir. Moi, ce que je peux te proposer, c'est un prix de 9 500 €. Est-ce que ton prix est un peu négociable? Bah, dans les voitures, tout est négociable. Après, il faut que ça soit un prix raisonnable. Mais si je t'en propose 8 500 €, est-ce que ce serait OK pour toi? C'est un peu bas, mais je pense que si derrière on continue à travailler ensemble, ouais, ça peut le faire. Allez, à plus. Ciao, ciao. Une nouvelle vente pour Maxime, qui continue de répandre le charme italien sur nos routes françaises. Anne-Laure et Noémie, elles, ont pris la route pour l'atelier de fabrication dans le Tarn. Elles s'apprêtent à découvrir leur prototype. Là, je suis un peu stressée, mais trop excitée de découvrir enfin cette version qu'on attend depuis quelques semaines. J'ai hâte. L'enjeu est de taille. À 3 mois du lancement de leur collection, les deux stylistes n'auront pas le temps de se retourner en cas de problème. À Groyer,
Cet atelier français travaille le cuir depuis plus de 50 ans. C'est ici qu'Anne-Laure et Noémie ont décidé de faire fabriquer leurs sacs en cuir de pomme. Et qu'est-ce que vous en pensez de la matière par rapport au cuir que vous avez l'habitude, par exemple, de travailler? C'est une matière qui est bien à travailler, moi j'aime bien. Parce qu'elle est ni trop souple ni trop rigide. Hein. Voilà. On voit tout prendre forme et c'est incroyable. À toi. Après 3 heures de travail... C'est très content, ça. Ah, il est magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est fini. Oh, regarde celui-là même. Oh là là, ça fait de l'émotion. Ouais. On va pas s'en remettre. C'est mieux que ce qu'on avait dans notre tête et sur le papier. On va être très fiers en fait de proposer ça et de le présenter, de le mettre en vente en fait. C'est une création. Mais cette fabrication artisanale a un coût. À plus de 300 € le sac, vont-elles réussir à trouver leur clientèle? Peut-être qu'on peut imaginer de faire juste Le bon goût italien, c'est aussi une affaire de papille. Près des Champs-Élysées, le chef Zanoni est en plein préparatif pour l'événement culinaire où il va devoir servir plus de 2000 personnes en 4 jours. On peut commencer avec la pasta fine. C'est là. Ah, c'est vraiment fin. Attends, je vais mettre... Ah, tu vois, et déjà, il se casse tout seul. Et on n'a même pas mis de l'eau. Depuis plusieurs heures, Simone multiplie les essais pour trouver la texture parfaite. Ah, c'est pas beau. Il n'y a pas assez de pâte. Je ne prendrai pas le risque de vouloir faire quelque chose de trop fin pour après me retrouver avec des raviolis qui commencent à exploser et mettre en péril justement les rendus finaux. Moi, à mon avis, il faut essayer de mettre les plus épais. Essaye de mettre ces trois-là. Si ça tient un peu plus la cuisson, je crois. Le chef a prévu une présentation originale. Des pâtes servies dans une meule de parmesan. L'assiette de présentation. Tiens, grazie. Là, les tortelli directement dans la meule. Je vais en mettre un peu de parmesan à la fin. Ok. Comme ça fait un peu les chaud du parmesan. Un peu de guanciale et c'est parti parce qu'il faut vraiment aller vite. Mais la sauce comme ça, elle apporte énormément du goût, mais en couleur, on a l'impression que c'est de la vieille sauce, soit. Et on va juste mettre un petit peu de sauge verte, cuite à la minute. Du coup, elle est plus appétissante. Pour son plat signature, le chef a imaginé une farce aux poires confites, marinée dans la fameuse essence de moutarde d'Italie. Passe-moi les gants, s'il te plaît. C'est impressionnant, le parfum. Déjà, ça pique les nez. Je ne veux pas forcément partir à l'hôpital. Ça fait très mal. Il faut vraiment faire très attention. Surtout, pas être trop proche. On va mélanger piano piano, de manière qu'il n'y a pas de vapeur et de fumée qui vont remonter. Ouais, ça sent. C'est des fruits confits, comme on pourrait faire des marrons glacés. Et on va laisser mariner encore 3 semaines pour justement après avoir ces petits goûts moutardés qu'on va retrouver dans ces fruits confits qui sont magnifiques. Allora, qua abbiamo fatto la pasta, abbiamo fatto le prove, on a fait des essais. Je pense que la pasta, on va utiliser la plus épaisse. Je pense que là, on est bien. Ça te va? Là maintenant, il en faut faire 2500 presque. Alors, il y a toujours ce petit stress d'un petit coin de ma tête, sachant qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Simone a le nez fin. Un imprévu va venir jouer les troubles fêtes lors de son événement. Dans les Corbières, je vais passer un petit coup sur la vitre. Ok, et moi j'installe la table. Eduardo et Alexandra ont enfin réussi à ouvrir leur magasin de glace. Un lieu rafraîchissant, très apprécié depuis 3 semaines des randonneurs de la région. Moi, je suis d'ici, je viens souvent avec mes petits-enfants manger le glace parce que moi, je vis là-haut. Et Mel, c'est la première fois. Annie, qu'est-ce que tu veux? Caramel. Caramel. Moi, c'est citron. Merci. Même à 100 ans, la doyenne du village fait le déplacement chaque semaine pour sa glace au lait de bufflone. C'est pas la première fois qu'on vient. Ah bon? Et on vient de Pradelle. Ça fait combien de kilomètres à pied? 20 minutes, on était là. C'est encore meilleur que ce que j'espérais. C'est vraiment crémeux, c'est très fin. Les pépites de chocolat sont hyper croustillantes. Les glaces font l'unanimité. Alors, comme à chaque fin de journée, pour les derniers, c'est la déception. Désolée, je n'ai plus. Vanille pistache. Même vanille, je n'ai plus. Désolée.
J'ai pas anticipé pour la vanille. J'ai trouvé qu'en France, vanille, c'est un grand classique. Et en Italie, non. Et donc, il faut s'adapter. Rançon du succès, le couple n'a même plus assez de lait pour fournir les grands chefs. On est très contents, surtout ça nous donne beaucoup d'espoir pour le futur parce que les retours sont magnifiques des gens, ils se régalent, ça plaît énormément et du coup, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne peut pas continuer à marcher comme il faut. Le pari était osé, mais les Antonini sont parvenus à diffuser un parfum d'Italie dans leur campagne française. À Toulouse, Anne-Laure et Noémie approchent aussi du but. Alors, ce matin, elles réceptionnent les 600 pièces de leur collection de maroquinerie. celui-là, on l'attend avec impatience. Et il était temps. L'inauguration est prévue demain. Donc là, si vraiment il y a un produit qui ne nous convient pas, eh bien oui, on les a payés, mais on les sortira pas. Parce que c'est notre image de marque, en fait. Donc ça sera de l'argent perdu, on essaiera d'en gagner ailleurs, je sais pas, mais non, on pourra pas. Il est super beau celui-là. Je trouve que la surpiqûre, franchement, ça fait tout, quoi. Ouais, bon choix. La beauté. Alors ça, tout de suite dans mon sac. Les deux filles ont déjà reçu une 50aine de commandes sur leur site internet. Et voilà, notre premier sac commandé. J'ai pas l'impression que c'est vrai. Et pourtant, et si, là, c'est ça, c'est fou. C'est du vrai. Allez, on va déposer le premier. Ouais, là-bas. Le lendemain, c'est le moment de vérité pour les jeunes entrepreneuses. En plein cœur de Toulouse, dans un magasin de fleurs, elles vont présenter au public le fruit de plus de 2 ans de travail. J'appréhende un peu les réactions. C'est des choses qui nous plaisent à nous et on est sûr de ce qu'on a fait. Mais ce qui nous plaît à nous, ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc, Bonjour. Bonjour. Je peux essayer? Ah bah bien sûr, c'est là pour ça. Ah ouais, super, il est super, ouais. Et on est vraiment bluffé par l'aspect cuir et en même temps, c'est plus doux que le cuir. Enfin, je sais pas comment dire. Et ça m'a surpris parce que je savais pas qu'avec des déchets de pommes, on pouvait faire une matière cuir, en fait, parce que vraiment, quand on le touche, ça fait vraiment cuir. Mais ça sent même le cuir presque, je trouve. Ils sont très légers. C'était pas prévu, mais je pense que je vais vous acheter quelque chose. Ah ouais. On a commencé à le présenter un peu. Les premières pièces à partir sont de la petite maroquinerie à moins de 70 €. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée. Et leurs créations ont vite rencontré un franc succès. Vraiment, tous les retours, absolument tous les retours qu'on a eu aujourd'hui sont positifs. Le rendu est super, le toucher, les couleurs, qu'on est contente, heureuse. Fière. Tout. En 3 mois, Anne-Laure et Noémie ont déjà vendu près d'un quart de leur collection. Elles planchent déjà sur leur prochain modèle. Au pied de la Tour Eiffel, c'est l'événement tant attendu pour Simonet. Ah, ça va être beau, ça. Pendant 4 jours, une 50aine de chefs ont présenté une de leurs spécialités. L'entrée est payante, des milliers de personnes sont attendues ce soir. Mais Simonet a déjà un problème. Les plaques de cuisson mises à disposition ne chauffent pas assez. C'est des petites plaques là. Écoute, je vais pas paniquer, mais là, tu vois, là, ça fait un moment qu'on est en train d'essayer de faire bouillir l'eau. Et ça boue, mais ça bouillotte. Milo. Et la série noire continue. Elles sont sautées. Chef, ici aussi les plaques marchent pas. Tout est sauté, hein. Putain. À 1 heure de l'événement, une plaque a fait sauter l'électricité du stand. Impossible de cuire les pâtes. Parce que si ça arrive en service, on arrête tout. Bon, la prochaine fois, je fais du carpaccio, hein, comme ça, je suis sûr que je... Ah, je vais la prendre. C'est gentil, merci. Tenez. Merci beaucoup. De rien. Et voilà, 3000 watts. 20 minutes plus tard, Oui, c'est bon. Maintenant, ça marche. Photo. le courant est rétabli. Dehors, tous attendent une expérience culinaire de haut vol. Bonsoir. C'est le début du marathon pour Simonet. Douche de parmesan. Douche de parmesan. Pasta.
suis hyper heureux d'être servi par vous quand même. Bah écoutez, moi je suis hyper heureux de te servir. Merci. Je t'en prie. Ça faisait longtemps que je voulais goûter un de ces plats et franchement c'est hyper bon. C'est un truc de fou. On a 250 mètres de queue, on a 600 personnes qui attendent. Si on voulait des clients, on les a trouvés. Allez, allez-y, allez-y. Eh Philippon, il reste combien de pâtes? 200 pièces, chef. 200 pièces? Oui. Nous, on attendait qu'il y avait du monde, mais pas forcément autant de monde que ça. Parce que là, c'est du délire. Je pense que les dernières personnes, ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas mangé. En seulement 2 heures, Simonet a écoulé tous ses tortellis. On les savoure encore plus parce qu'on sait que c'était les dernières, je pense. La pasta qui arrive, hein? Au total, plus de 7000 raviolis seront servis en 4 jours. Moi, je suis vraiment ému parce que voir autant de monde qui attendait jusqu'à 1h30 pour manger des pastas et goûter des plats de chez nous, c'est merveilleux. Une fois de plus, le chef Zanoni a réussi à faire briller le savoir-faire italien pour le plus grand bonheur des Français.